D'abord, je débarrassai le plancher des rubans. Ensuite, je portai le chat, attaché dans une corbeille, vers le mur du fond et l'y laissai. Revenu au milieu de la chambre, j'y mesurai un espace de 21 pieds de diamètre que je balayai avec un rameau d'hysope. J'enfermai cet espace dans un cercle tracé à la craie, prenant soin de ne jamais franchir le cercle. Je frottai ensuite le parquet avec de l'ail, dans les limites d'une large ceinture entourant le cercle, et ceci terminé, je retirai de mes provisions, amoncelées au centre, un petit flacon d'une certaine eau, flacon dont je rompis le parchemin et enlevai le bouchon. Alors, plongeant dans cette eau mon index gauche, je refis le tour du cercle, traçant sur le plancher à l'intérieur du cercle de craie le second signe du rituel Samaha, joignant soigneusement chaque signe au suivant par un croissant. Je me sentis plus tranquille, je l'avoue, quand, ces choses accomplies, le cercle d'eau se trouva complet. Alors, je déballai d'autres encore de mes matériaux et plaçai une bougie allumée dans la vallée de chaque croissant. Après quoi, je dessinai un pentacle de manière que chacune des 5 pointes de l'étoile défensive touchât le cercle de craie. Dans les 5 pointes de l'étoile, je plaçai un peu de pain enveloppé de toile fine, et dans les 5 vallées, 5 vases de l'eau dont je m'étais servi pour tracer le cercle d'eau. Ma première barrière protectrice était complète. Chacun, excepté vous autres qui connaissez quelque chose de mes méthodes d'investigation, considérera tout ceci comme un exemple d'inutile et folle superstition. Mais vous vous rappelez tous le cas du voile noir, où je crois bien qu'une forme de protection analogue me sauva la vie, tandis que mon compagnon Aster, qui s'en moqua et n'y voulut point entrer, périt. L'idée me vient du manuscrit Sixand, écrit pour autant que j'ai pu le vérifier au XIVe siècle. D'abord, je crus être en présence d'un échantillon des superstitions de l'époque, et c'est bien longtemps après cette première lecture que je m'avisai d'expérimenter sa défense, ce que je fis, comme je viens de vous le dire, dans cet effroyable cas du voile noir. Vous savez comment tourna cette aventure. Depuis, j'en ai usé à plusieurs reprises et suis toujours sorti sain et sauf de mes expériences jusqu'à cette affaire de la fourrure mouvante. Je n'avais alors qu'une défense partielle et faillis mourir dans le pentacle. Je tombai ensuite sur le livre du professeur Gardner, Expérience avec un médium. D'après cet auteur, quand on entoure le médium d'un courant électrique d'un certain nombre de vibrations, il perdrait son pouvoir, il serait en quelque sorte coupé de ses communications avec l'immatériel. Ceci me donna à réfléchir et me conduisit à la découverte du pentacle électrique qui est une défense vraiment merveilleuse contre certaines manifestations. J'emploie pour cette méthode de protection la forme de l'étoile défensive parce que, personnellement, j'ai la ferme conviction que cette vieille figure magique possède une vertu extraordinaire. N'est-il pas curieux qu'un homme du XXe siècle admette une chose pareille ? Mais comme vous le savez tous, un peu de raillerie à bon marché ne me déconcerte et ne me déconcertera jamais. Je pose des questions et marche les yeux ouverts. Dans ce dernier cas, j'étais presque certain d'avoir à rencontrer un monstre extranaturel, et je tenais à prendre toutes mes sûretés. Je revins dresser le pentacle électrique de façon que chacune de ses pointes et de ses vallées coïncidât exactement avec les pointes et les vallées du pentagramme dessiné sur le plancher. Alors j'actionnai la batterie, et l'instant d'après, un pâle éclat bleu sortait des tubes entrecroisés. Je regardai autour de moi avec un soupir de soulagement et m'aperçus tout à coup que le crépuscule s'épaississait. La fenêtre devenait grise et hostile. Je promenai les yeux sur l'immense chambre vide par-dessus la double barrière de la lumière électrique et des bougies allumées. Le sens du surnaturel m'enveloppa, abrupt, extraordinaire, suspendu dans l'air, eût-on dit, comme si quelque chose d'inhumain allait s'abattre. La salle était pleine d'un relent d'ail froissé, une odeur que je hais. Je vérifiai l'état de mon appareil photographique et de ma lampe à incandescence. J'essayai soigneusement l'action de mon revolver. Je ne m'attendais pas à en avoir besoin. Cependant, des conditions favorables données, nul ne peut dire dans quelle mesure la matérialisation d'une créature extranaturelle est possible, et je n'avais aucune idée de l'être certainement redoutable que j'allais voir ou dont j'allais sentir la présence. Je pouvais, en fin de compte, me trouver dans l'obligation de combattre une entité matérielle. Je n'en savais rien, mais il me fallait être prêt à tout. N'oubliez pas, quant à moi, je ne l'oubliais pas un instant, que 3 personnes avaient été étranglées dans le lit voisin, sans parler du féroce battement de la porte, par moi-même entendu.
je ne doutais point que je n'eusse attiré au clair un dangereux et sinistre problème. Entre-temps, la nuit était venue, quoique les bougies éclairassent très bien la chambre, et je me surpris à regarder constamment derrière et autour de moi. Quelle épreuve pour les nerfs que cette attente de l'être qui allait venir. Soudain, je sentis, soufflant de derrière moi, un petit vent froid. Un frisson parcourut mes nerfs, et l'impression de piqûre me traversa la nuque. Je pirouettai sur moi-même d'une sorte d'élan roide et fis face au vent étrange. Il semblait provenir du coin de la chambre, à la gauche du lit, l'endroit même où 2 fois j'avais trouvé le tas de couvertures. Pourtant, je ne voyais rien d'anormal, rien ne s'ouvrait, rien. Tout à coup, les bougies tremblotèrent, prêtes à s'éteindre dans ce vent suspect. Je m'accroupis, et mon regard, effrayé jusqu'à la stupéfaction, s'immobilisa quelques minutes. Je ne pourrai jamais vous faire comprendre combien il était pénible et démoralisant d'attendre là, assis dans cet odieux vent froid. Et alors, flic, 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 toutes les bougies s'éteignirent autour de la barrière extérieure. Et je fus là, sous-clé et sous-scellé dans cette chambre, sans autre lumière que la pâle lueur bleue du pentacle électrique. Des moments d'affreuse tension passèrent, et le vent soufflait toujours. Soudain, quelque chose remua dans le coin à la gauche du lit. J'en eus conscience plutôt par l'intuition d'un sens intérieur et inaccoutumé que par l'ouïe ou la vue, car le débile et court rayonnage du pentacle ne me donnait qu'un éclairage bien sommaire. Pourtant, comme je tressaillais, ce quelque chose commença lentement à s'étendre peu à peu devant mes yeux. Une ombre mouvante, plus noire que les ombres qui l'environnaient. Elle se perdit bientôt dans le vague, et pendant 1 minute ou 2, je lançai de côté et d'autre de rapides coups d'œil avec un sens renouvelé de danger suspendu. Puis le lit attira mon attention. Les couvertures en étaient tirées avec un mouvement à la fois persistant et furtif. J'entendais le vent, j'entendais le lent et traînant bruit des draps, mais ne voyais rien de l'être qui tirait. Je constatais d'une manière subconsciente et introspective que la chair de poule me ressaisissait, et aussi cette sensation de piqûre derrière la tête. Mentalement, néanmoins, je possédais plus de sang-froid que durant les minutes antérieures, assez pour sentir la sueur froide sur mes mains et pour faire passer d'un mouvement à demi conscient mon revolver dans ma main gauche, pendant que j'essuyais ma main droite sur mon genou, mais sans détourner même pour un instant mon regard de ces mouvantes couvertures. Les faibles bruits qui venaient du lit cessèrent tout à coup, et durant l'intervalle de silence profond qui leur succéda, je n'entendis que le battement mat du sang contre mes tempes. Cependant, le froissement des couvertures arrachées du lit se fit de nouveau entendre. Au milieu même de mon angoisse nerveuse, je me rappelai mon appareil photographique et m'en emparai, mais sans cesser de surveiller le lit. Et voilà qu'au même instant, toute la literie, enlevée avec une extrême violence, fut lancée dans le coin où elle s'abattit avec un bruit sourd. Pour une couple de minutes, le silence devint absolu, mais combien horrible. La literie avait été jetée avec une telle vigueur sauvage et qu'on sentait trop n'être point humaine. Soudain, près de la porte, il y eut un craquement léger, puis sur le parquet, le choc plus léger encore d'un peu de cire qui tombe. Un grand frisson nerveux me parcourut toute l'épine dorsale. Le sceau de la porte venait d'être brisé. Quelqu'un était là. Je ne pouvais rien voir, ou pour m'exprimer plus correctement, je ne pouvais délimiter ce qu'en effet je voyais et ce que mon imagination se chargeait de faire apparaître. Je n'apercevais tout d'abord que le mur gris se prolongeant, mais bientôt il me sembla voir quelque chose de noir et d'indistinct remuer parmi les ombres. Je me rendis compte aussi que la porte s'ouvrait et de nouveau fis effort pour saisir mon appareil, mais avant que j'eusse pu m'en servir, la porte retomba avec un vacarme terrifiant qui remplit toute la chambre. Je sursautai comme un enfant qui s'effraie. Il y avait une telle puissance dans ce bruit, comme si une force capricieuse et immense était déchaînée. Me comprenez-vous bien ? Il ne fut plus touché à la porte. La corbeille où se trouvait le chat eut un craquement. Je sentis dans le dos comme des myriades de pointes d'épingle. J'allais apprendre définitivement si l'être qui hantait ce lieu pouvait mettre en danger la vie. Le chat poussa un miaulement hideux et se tut. Alors, trop tard, je dardai la lumière de la lampe à incandescence. Dans la subite clarté, je vis la corbeille retourner.
le couvercle arraché et le chat gisant moitié dans la corbeille, moitié sur le plancher. Je ne vis rien d'autre, mais je savais désormais sans nul doute que je me trouvais en présence d'un être possédant le pouvoir de détruire. Durant les 2 ou 3 minutes suivantes, une tranquillité vraiment remarquable régna. D'ailleurs, j'étais aveuglé par la fulguration de la lampe, de sorte que par-delà le rayonnement du pentacle, l'obscurité demeurait d'un noir d'encre. Je le répète, c'était horrible. Agenouillé dans l'étoile, je pirouettais sur mes genoux, essayant de voir si la chose épouvantable venait sur moi. Je recouvrais peu à peu, et la vue et la domination de moi-même. Soudain, je la vis, cette chose énorme et indistincte, tout contre le cercle d'eau, et se balançant curieusement, comme si dans l'ombre, immédiatement au-delà de la barrière, une monstrueuse araignée s'agitait, suspendue. Elle tournait rapidement autour du cercle et paraissait vouloir se précipiter sur moi, mais seulement pour se retirer aussitôt avec d'extraordinaires mouvements comparables à ceux d'une personne vivante qui toucherait une barre de fer rougie au feu. Elle tournait et je tournais avec elle. Alors, juste en face d'une des vallées du Pentacle, elle s'arrêta et parut se recueillir pour un formidable effort. Elle se recula comme si elle eût voulu se renfoncer dans les ténèbres, puis vint droit à moi, gagnant en forme et en solidité à mesure qu'elle approchait. Je sentais derrière ce mouvement une détermination profonde et maligne qui devait l'emporter. Toujours à genoux, je me rejetai en arrière, dans un effort désespéré pour échapper à l'être qui s'avançait et retomber sur ma main gauche. De la main droite, je cherchais à ressaisir mon revolver que j'avais laissé glisser. Le monstre, d'un grand mouvement enveloppant, passa par-dessus l'espace frotté d'ail et le cercle d'eau et toucha presque l'intérieur du pentacle. Je crois qu'un hurlement m'échappa. Alors, aussi subitement qu'il s'était avancé, il sembla violemment repoussé par une force puissante et invisible. Il me fallut quelques moments avant de me rendre compte que j'étais sain et sauf. Je me ramassai tout entier au centre du pentacle, terriblement ému et secoué, et parcourant du regard la circonférence de la barrière. Mais la vision s'était évanouie. Pourtant, j'avais appris quelque chose. Je savais à présent que la chambre grise était hantée par une main monstrueuse. Comme je gisais là, je vis tout à coup ce qui avait failli permettre au monstre de franchir la barrière. En me remuant au-dedans du pentacle, j'avais probablement heurté un des vases d'eau, car juste à l'endroit où l'attaque s'était produite, le vase qui gardait le creux de la vallée avait bougé, laissant une des 5 portes sans défense. Je le replaçai aussitôt et redevins presque tranquille. J'avais découvert la cause de l'alerte et la défense tenait bon. Je me repris à espérer que le matin me trouverait vivant, car au moment où j'avais vu l'assaut si près de réussir, l'idée s'était emparée de moi, démoralisante, que les barrières ne me garantiraient jamais toute la nuit contre une telle force. De longtemps, je ne pus revoir la main, mais une fois ou deux, je constatai une singulière ondulation parmi les ombres près de la porte. Un peu plus tard, comme dans un soudain accès de rage, le cadavre du chat fut ramassé et heurté au solide plancher par coups successifs, horribles et sourds. 1 minute après, la porte, par 2 fois, fut ouverte et refermée avec une force effrayante. L'instant suivant, la main, du milieu des ombres, s'étendit vers moi d'un mouvement sournois et rapide. Instinctivement, j'esquivai son étreinte et retirai mes doigts du pentacle électrique où, durant un moment de fatale distraction, je les avais placés. Le monstre fut encore expulsé du voisinage des pentacles. Cependant, grâce à mon inconcevable aberration, c'était la 2e fois qu'il parvenait à surmonter les barrières extérieures. Pendant quelque temps, je tremblais du plus violent effroi. De nouveau, je m'agenouillai au centre des pentacles, tâchant de me faire aussi petit et compact que possible. Je me mis à réfléchir aux 2 accidents qui avaient manqué me livrer à la brute. Étais-je influencé de manière à poser des actes inconscients qui me missent en danger ? L'idée me frappa et je fis attention à mes moindres mouvements. Tout à coup, j'étendis ma jambe fatiguée et renversai un des vases d'eau. Une faible quantité de cette eau fut répandue, mais grâce à mes soupçons éveillés, je remis en place le vase immédiatement redressé et où restait un peu d'eau. Dans le même instant, l'immense main noire, à demi matérialisée, surgit de l'ombre et m'approcha de si près et si vite qu'il s'en fallut de peu qu'elle ne me frappât au visage, mais pour la 3e fois, une force énorme, toute puissante, la rejeta en arrière. Sans parler de l'étourdissante frayeur où elle me laissa, j'éprouvai une sensation de défaillance spirituelle, comme si je ne sais quoi d'intérieur, de délicat et de charmant eût souffert en moi.
car tel est l'effet que produit le contact trop immédiat de l'extranaturel, effet plus terrible dans un certain sens que toute douleur physique. Par là même, je connus mieux l'étendue et la proximité du péril. Longtemps, l'action brutale et obstinée de cette force sur mon esprit me dompta. Je ne peux exprimer cela autrement. De nouveau, je m'agenouillai au centre des pentacles, ayant presque aussi peur de moi-même que du monstre, car je comprenais maintenant que si je ne me défiais pas de toutes mes impulsions, je pouvais effectuer moi-même ma propre catastrophe. Jugez de mon état d'âme. Je passai le reste de la nuit perdu dans un brouillard de morbide frayeur, en proie à une telle anxiété que je n'osais faire aucun mouvement naturel, tant je craignais que tout désir d'agir me fût inspiré par l'influence qui menaçait ma personne. Et le spectre continuait à rôder le long des barrières, se refermant sur le vide dans sa rage de ne pouvoir se refermer sur moi. À 2 reprises encore, le cadavre du chat fut secoué. La seconde fois, j'entendis gémir et craquer chacun de ses os. Et pendant tout ce temps, le vent surnaturel continuait à souffler du coin situé à gauche du lit. Ce vent cessa au moment où la première blancheur devint sensible au ciel. Je ne vis plus de traces de la main. L'aube grandissait lentement et sa morne lumière, emplissant toute la chambre, rendait plus blafarde la pâle lueur du pentacle électrique. Pourtant, je n'essayais pas de quitter la barrière avant qu'il fît grand jour. Je me disais que peut-être le subit arrêt du vent n'était qu'un piège pour m'attirer hors des pentacles. Enfin, quand le soleil rayonna, brillant et vainqueur, je regardai une dernière fois autour de moi, courus à la porte, l'ouvris d'une façon nerveuse et maladroite, la refermai au plus vite, toujours à clé, et me réfugiai dans ma chambre à coucher, où je me mis au lit et laissai se calmer mes nerfs. Peters m'apporta mon café. Après l'avoir bu, je lui dis que je désirais dormir, ayant veillé la nuit. Il s'en fut avec son plateau, je fermai ma porte à clé, me couchai et m'endormis. Je me réveillai à midi et après le lunch, retournai à la chambre grise. J'arrêtai le courant du pentacle, ce que j'avais oublié le matin dans ma précipitation. Je fis disparaître le cadavre du chat, je ne désirais pas que personne vît la pauvre bête. Ensuite, j'examinai dans le plus grand détail le coin où la literie avait été jetée. Je perforai la boiserie en plusieurs endroits, mais ne trouvai rien. Alors l'idée me vint de sonder sous la plinthe. Ma sonde heurta quelque chose qui rendit un bruit métallique et que je retirai. C'était un petit objet que je portais vers la fenêtre. Je reconnus un anneau de métal gris de forme pentagonale, c'est-à-dire de la même forme que l'intérieur du pentacle magique, mais sans l'aimant qui constitue les pointes de l'étoile défensive. L'anneau ne présentait ni pierrerie ni caractère gravé. Vous comprendrez combien cette découverte m'intéressait quand je vous aurais dit que j'étais sûr de tenir en main le fameux anneau fatidique de la famille Anderson, c'est-à-dire la chose du monde en connexion la plus étroite avec l'histoire de la chambre hantée. Cet anneau avait été transmis de père en fils pendant des générations et toujours obéissant à d'anciennes traditions familiales, chaque héritier dut promettre de ne jamais porter l'anneau. Celui-ci avait été rapporté d'Orient par un croisé à la suite de circonstances particulières, mais l'histoire en est trop longue pour que je vous la conte aujourd'hui. Il paraît que Sir Hulbert, un ancêtre d'Anderson, fit le pari un soir qu'il était ivre de porter l'anneau cette nuit-là. Il n'y manqua point. Le matin suivant, on trouvait sa femme et son enfant étranglés dans leur lit, et dans la chambre même où je me remémorais à présent cet ancien drame. Sir Hulbert, accusé d'avoir commis le meurtre dans un accès de rage causé par la boisson, s'avisa, afin de prouver son innocence, de coucher la nuit suivante dans le même lit. Lui aussi fut étranglé. Depuis lors, plus personne n'avait passé une nuit dans la chambre grise jusqu'au moment où je m'y aventurai. L'existence de l'anneau perdu depuis si longtemps était devenue presque un mythe. Aussi éprouvai-je une vive émotion à me trouver là, cet objet entre les mains. Tout à coup, une idée me frappa. Si cet anneau, me dis-je, était en quelque sorte la porte d'entrée, une sorte de trou dans la haie entre ce monde et l'autre, si j'ose m'exprimer ainsi. Voyez-vous où je tendais ? C'était une idée singulière. Peut-être ne venait-elle pas de moi, peut-être dois-je y reconnaître une suggestion de l'invisible. Remarquez que le vent inexplicable avait soufflé de cette partie de la pièce où l'anneau gisait. Je méditai longtemps ce point. Puis cette forme, l'intérieur d'un pentacle. L'anneau n'avait pas de mont. Et que dit le manuscrit Sigsand ? Les monts sont les 5 collines de la sauvegarde. S'ils manquent, le pouvoir est donné aux démons et faveur certaine aux mauvais. La forme même de l'anneau était donc significative. Je résolus d'en tenter l'essai.
Je défis mon pentacle, car il doit être fait à nouveau, et autour de la personne à protéger. Je sortis, fermant la porte à clé. Je quittai la maison pour aller chercher certains matériaux, car ni les herbes, ni l'eau, ni le feu ne peuvent être employés une seconde fois. Je rentrai vers 7h30. Mes acquisitions transportées dans la chambre grise, je renvoyai Peters comme le soir précédent. Aussitôt débarrassé de lui, je scellai la porte, je dépaquetai mes matériaux accumulés au milieu de la salle et m'occupai avec toute la diligence possible à construire une barrière autour de moi et de l'anneau. Je ne me rappelle pas si je vous l'ai dit, mais voici quel était mon raisonnement. Je pensais que si l'anneau était de quelque manière un moyen d'admission et qu'il se trouvât enclose avec moi dans le pentacle électrique, il serait, pour le dire en un mot, isolé. La force, dont l'expression visible était une main, se verrait dès lors obligée de rester de l'autre côté de la barrière qui sépare l'anormal du normal. Elle ne trouverait plus de porte d'entrée. Comme je le disais, je travaillais de toutes mes forces à compléter la barrière, car il était déjà bien tard pour séjourner sans protection dans un lieu pareil. En outre, je pressentais qu'un immense effort serait tenté cette nuit en vue de reconquérir l'usage de l'anneau, car j'étais fortement convaincu que l'anneau était indispensable à la matérialisation. Vous allez voir si je devinais juste. 1 heure après, mes barrières s'élevaient complètes, et je vous laisse à penser mon soulagement quand une fois de plus je vis autour de moi la clarté pâle du pentacle électrique. Puis 2 heures s'écoulèrent, pendant lesquelles j'attendis face au coin d'où le vent soufflait d'ordinaire. Vers 11 heures, j'eus la vague perception de quelque chose près de moi. Cependant, rien n'arriva pendant 1 heure encore. Alors, soudain, je sentis l'étrange vent froid s'élever de nouveau. À mon grand étonnement, il semblait procéder de derrière moi. Je me retournai, saisi de la plus hideuse épouvante. Il me souffla à la figure. J'écarquillai les yeux, bouleversé par une frayeur nouvelle. Qu'avais-je fait, grand Dieu? L'anneau était là, tout près de moi, où je l'avais déposé. Soudain, je m'aperçus qu'il s'animait de mouvements bizarres, convulsifs. Je les contemplais stupidement. Or, je constatai que le vent soufflait de l'anneau. Une étrange fumée indistincte devint visible, comme déversée par celui-ci et se mêlant aux ombres mouvantes. Je compris mon danger plus que mortel, car les ombres qui s'enroulaient autour de l'anneau prenaient une silhouette reconnaissable et la main de mort se formait dans le pentacle. Terre et cieux. Comprenez-vous ce que j'avais fait? J'avais introduit moi-même la porte d'entrée dans les pentacles, et la brute en sortait, vomie dans le monde matériel comme du gaz pourrait l'être par l'extrémité d'un tuyau. La terreur me pétrifia 2 secondes, puis, d'un geste maladroit et affolé, je me précipitai sur l'anneau, voulant le jeter hors du pentacle. Mais il s'évada comme si un être invisible et vivant l'eût repoussé de ci, de là. Enfin, je l'agrippai, mais au même instant, une force incroyable et brutale l'arracha à mon étreinte. Une grande ombre noire le couvrit tout entier, monta dans l'air, vint à moi. C'était la main, vaste, presque complète. Je rugis comme un insensé, sautai par-dessus le pentacle et le cercle de bougies et courus vers la porte d'une fuite désespérée. Je m'efforçai, trop stupéfié pour y réussir, de faire jouer la clé dans la serrure, mais pendant tout ce temps je regardais avec une terreur confinante à la démence vers les barrières. La main s'agitait et en quelque sorte plongeait dans ma direction. Mais de même qu'elle avait été incapable de pénétrer dans le pentacle quand l'anneau se trouvait au dehors, de même à présent que l'anneau se trouvait à l'intérieur du pentacle, elle n'avait plus la faculté d'en sortir. Le monstre était enchaîné aussi sûrement qu'une bête dont on eût rivé les fers. Même alors j'eus conscience de cela, mais j'étais trop sans dessus-dessous pour raisonner. Dès que j'eus réussi à tourner la clé, je m'engouffrai dans le passage et refermai bruyamment la porte. Je ne sais comment j'arrivai chez moi, car je pouvais à peine me tenir debout. Je m'enfermai, allumai ma bougie, me couchai et laissai la réaction nerveuse se produire. Je dormis un peu et me réveillai quand Peters m'apporta le café. Après l'avoir bu, je me sentis mieux et pris le vieil homme avec moi pendant que j'inspectais la chambre grise. J'ouvris la porte et me glissai à l'intérieur. Les bougies brûlaient encore, blêmes dans la clarté du jour. Derrière elles, l'étoile pâlement lumineuse du pentacle électrique continuait à luire. Au centre, l'anneau, la porte du monstre, gisait immobile et commun d'aspect. Rien n'avait été touché dans la chambre, et je me rendis compte qu'à aucun moment la brute n'avait réussi à sortir des pentacles. Alors je m'en allai et fermai la porte à clé. Je dormis encore quelques heures, puis quittai la maison.
Je revins l'après-midi en cabriolet, muni d'un chalumeau oxydrique et de 2 cylindres contenant les gaz. Je portai ces choses dans la chambre grise, et là, au centre du pentacle électrique, j'installai le petit fourneau. 5 minutes après, l'anneau funeste, autrefois le porte-bonheur, mais aujourd'hui la malédiction de la famille Anderson, n'était plus qu'une petite tache de métal brûlant. Carnacki fouilla dans sa poche et en retira un objet enveloppé de gros papier. Il me le tendit. Je vis un petit cercle de métal grisâtre ressemblant à du plomb, mais plus brillant et plus dur. Après l'avoir examiné et passé aux autres, je demandai « La chambre, après cela, cessa-t-elle d'être hantée ?» Carnacki s'inclina en signe d'affirmation. « Oui, dit-il. Avant de quitter la maison, je dormis 3 nuits dans la chambre grise. Le vieux Peters faillit s'évanouir quand il apprit que j'avais cette intention. Mais à la 3e nuit, il se rendit compte que la maison était redevenue parfaitement sûre et banale, et je crois bien que, dans le fond de son cœur, il n'approuva point cela. Carnacki se leva et se mit à distribuer des poignées de main. « Allez-vous-en, dit-il avec sa brusquerie enjouée, et chacun de nous retourna pensivement chez soi.